Bonsoir à tous, bienvenue dans le Club de la Presse, votre rendez-vous où l'actualité s'analyse, se débat et se confronte parfois. Ce soir, 3 sujets. Le tout premier, en Côte d'Ivoire, la plateforme CAPSI et le RHDP dans un élan de dialogue. Le PPACI affine-t-il sa stratégie avec cette note de Awa Dombelo qui fait débat? Puis on terminera ce rendez-vous au Cameroun où ce sera bientôt l'élection présidentielle. Paul Biya candidat pour la 8e fois. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau 4 journalistes de référence. D'abord Sylvain Guédé-Debailly, qui est éditorialiste bien connu de nos téléspectateurs. Bonsoir Sylvain Debailly. Oui, bonsoir cher ami. Bienvenue sur ce plateau. Oui, merci. On est très heureux de vous recevoir. Juste à côté, on a Lanciné Bakayoko, qui lui est journaliste sur RTI1, chef du service économie. Lanciné Bakayoko, bonsoir. Bonjour, merci. Bienvenue à vous aussi. C'est un plaisir. Ensuite, Jérôme Ndri, qui lui est journaliste au quotidien Le Nouveau Réveil. Jérôme Ndri, bonsoir. Bonsoir Ahmed. Bienvenue à toi également. Merci. Et puis on termine avec Sangari Yakouba, qui lui est rédacteur en chef adjoint du quotidien Le Patriote. Bienvenue à vous aussi et bonsoir. Bonsoir Ahmed, le plaisir est pour moi d'être là. Merci à vous d'avoir répondu à ce rendez-vous. On va sacrifier à un rituel de la réalisation, puis on se retrouve juste. Retour sur le plateau du Club de la Presse et on enchaîne tout de suite avec notre tout premier sujet. La tension politique semble s'apaiser en Côte d'Ivoire. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix et la Coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, regroupement de partis et de mouvements de l'opposition, se sont rencontrés ce mercredi 16 juillet 2025 à la Riviera Golf, au domicile de Simone Gbagbo. Un simple jeu d'apparence à l'approche de la présidentielle, où faut-il y voir une approche sincère vers le dialogue? On en sait davantage avec Davy Soyo. Premier signe d'apaisement politique en Côte d'Ivoire, ce 16 juillet 2025, la plateforme d'opposition CAPSI, conduite par Simone Gbagbo, a reçu une délégation du RHDP, le parti au pouvoir. Une première depuis l'échec des discussions autour de la réforme de la commission électorale indépendante. Au cœur des échanges, la question de l'inclusivité du prochain scrutin présidentiel prévu pour octobre. CAPSI exige la révision de la liste électorale, la réintégration de figures majeures exclues du jeu politique et une recomposition de la CEI jugée favorable au pouvoir. De son côté, le RHDP, par la voix de son secrétaire exécutif, Ibrahim Bakongo, s'est voulu rassurant. Le parti affirme être ouvert à un dialogue franc et constructif. Un comité technique devrait être mis en place pour suivre cette discussion. Toutefois, ni le PDCI ni le FPI n'ont pris part à cette rencontre. Ces deux poids lourds de l'opposition préfèrent maintenir un cadre de dialogue direct avec le gouvernement. Reste à savoir si ce premier contact marquera un vrai tournant ou un simple geste symbolique à 3 mois du scrutin présidentiel. Sylvain Debailly, on a tous écouté Davy Soyo dans ce reportage. Cette rencontre, est-ce un réel tournant ou un simple calcul politique selon vous? Oui, un tournant, oui peut-être. Mais votre reporter a dit tout à l'heure, j'ai entendu le mot, un symbole, ou bien un simple symbole. Moi, je ne veux pas que ce soit un simple symbole. Je ne veux pas que ce soit un simple affichage. De tout temps, l'opposition avait demandé donc, un dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Je pense que ce genre de rencontres peuvent, n'est-ce pas, décrisper l'atmosphère, surtout dans le contexte actuel. Et c'est un pas qui est fait, mais je souhaite que ce pas-là devienne un pas de géant, parce que pour le moment, je pense que de ce qui a été dit de cette rencontre, on n'est pas encore dans le vif du sujet. Or, ici, le vif du sujet, c'est d'aborder les questions sensibles de l'élection présidentielle, à savoir des questions comme le découpage électoral, des questions comme la réinscription des grands de l'opposition sur la liste électorale, la révision même de cette liste électorale. L'opposition demande également un audit de ce fichier électoral. Ce sont vraiment des questions assez lancinantes.
et qui méritent quand même d'être examinés pour que tous soient d'accord sur la ligne de départ avant que les citoyens ne viennent mettre les bulletins dans les urnes, c'est-à-dire le jour du vote. Si les choses devaient rester en l'état, c'est-à-dire sans dialogue, sans approche, sans même contact, et que dans l'incertitude et la tension, on se permettait d'aller à une élection, je pense qu'on aurait raté le cap. Donc, je ne veux pas que ce soit un simple affichage. Et puis, l'autre point de la question que je voudrais ici aborder, l'opposition avait demandé un dialogue avec le pouvoir. Mais ici, c'est un parti politique qui a lui aussi un candidat à l'élection présidentielle. Donc, il y a forcément un intérêt à cette élection. Est-ce que le fait de rencontrer un parti politique, est-ce que ça résout la question? Je veux bien y croire. Je veux bien y croire, d'autant plus que le gouvernement avec qui on cherchait à discuter a quand même des membres qui sont du parti au pouvoir. C'est-à-dire quand je vois Anouloto, quand je vois Cissé Bakongo, quand je vois la ministre de l'Éducation nationale, on a même parlé aussi de la ministre Bellemonde, etc. Je pense que ici, même si le RHDP n'est pas celui-là qui peut apporter des solutions concrètes aux questions soulevées, je pense qu'il peut au moins jouer un rôle de courroie de transmission, même s'il a des intérêts dans cette élection à venir. Donc, on va peut-être attendre pour voir ce que ça va donner, mais il ne faudrait pas que ce soit aussi de la ruse, voilà, parce qu'on est aussi habitué à ça dans le landerneau politique ivoirien. Lansine Bakayoko, est-ce que cette rencontre pour vous est un début de dialogue comme souhaité par l'opposition? Alors, l'opposition voulait un dialogue. Il est là, le dialogue. Le dialogue est bien présent. Donc, je crois qu'il ne devrait plus avoir d'éléments à conjecture. Parce qu'on avait fait de la reprise du dialogue un élément majeur de l'évolution du processus politique, notamment vers les élections présidentielles. Or, donc, c'est ce dialogue qui a été institué. Et moi, je salue l'avènement de ce dialogue. Maintenant, je vais dire, toutes ces contorsions que je viens d'entendre, je pense que ça relève un peu du dilatoire quand même. Parce qu'on ne peut pas avoir une demi-douzaine de membres du gouvernement à un dialogue, même s'ils représentent un parti politique. On ne peut pas avoir des piliers de ce gouvernement, dont des ministres d'État. On ne peut pas avoir le secrétaire exécutif d'un parti au pouvoir et vouloir dire que ces personnes-là ne sont pas suffisamment représentatives de ce dialogue-là. Donc, les gens auraient voulu que ce soit le gouvernement lui-même. Mais ceux qui étaient là, c'est qui? C'est-à-dire, ils bénéficient d'une sorte de multipositionnalité, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois membres du gouvernement et à la fois membres du parti au pouvoir. Donc, je pense que cette multipositionnalité-là n'enlève rien du tout à la qualité du débat qui a été mené. Pour moi, c'est un bon début. Maintenant, il faut poursuivre ce dialogue-là. Mais ce que je voudrais préciser, c'est que ce dialogue doit se faire dans un cadre républicain et dans un cadre réglementaire, prévu par la Constitution. Parce que dans le dialogue politique précédent qui avait eu lieu, on avait dit que toutes les questions sur lesquelles on ne s'entendait pas devraient être réglées par la Constitution. Or, la Constitution, elle n'est pas encore suspendue. Elle est en vigueur. Et on ne peut pas demander à 3 mois des élections qu'on fasse une marche vers l'arrière et engager aujourd'hui des discussions qui sont devenues quasiment caduques aujourd'hui. Parce que la plateforme revendicative aujourd'hui, qui comporte la révision de la liste électorale, qui parle de la refonte même du système politique, édition du système électoral, qui parle de réintégration des leaders politiques qui auraient été exclus abusivement. Moi, je trouve que tout ça aujourd'hui est devenu quasiment un fait constaté, un fait qui ne peut plus être changé. On ne peut plus changer ça. C'est-à-dire, ce que l'opposition devrait faire aujourd'hui, c'est de travailler à ce qu'il y ait un cadre d'élection apaisé en faisant des retouches. Et moi, je ne crois pas tellement à la sincérité de l'opposition parce que dans cette même opposition qui est venue à la rencontre, le parti au pouvoir aurait pu reprocher également que ceux qui sont venus à la discussion du côté de l'opposition ne sont pas représentatifs. Parce qu'on n'a pas vu, il y a des poids lourds qu'on n'a pas vus. Moi, je n'ai pas, par exemple, vu le président Tidjane Thiam.
je ne sais pas où il se trouve, mais je ne l'ai pas vu sur la table de négociation. Et je n'ai pas vu d'autres caciques du PDCI comme les Bredoumi Soumaïla, je ne sais pas où ils sont. Je n'ai pas vu les Chrysostomes. J'ai vu quelques politiciens saisonniers comme les Kaye Blorou, eux je les ai vus là, mais ils sont quand même des voix fortes de cette opposition. Donc pour moi, la reprise du dialogue est une bonne chose. Ça permet quand même de calmer les choses. Je ne trouve pas que ce soit simplement cosmétique. C'est sûrement symbolique, mais il fallait cette discussion parce qu'aujourd'hui, ça permet à la population de savoir qu'on peut avoir un processus, que le fil du dialogue n'est pas délié et que les acteurs politiques regardent dans la même direction, c'est-à-dire le 25 octobre, où les populations attendent d'aller accomplir leurs devoirs civiques. Jérôme Dri, cette rencontre évoque pour vous un début de dialogue, vous y croyez? Oh, est-ce qu'on peut parler de début de dialogue? Permettez-moi de rappeler un peu le contexte de cette rencontre. Allez-y. Pour ce que je sais, la CAP avait adressé 3 correspondances. Une première correspondance le 26 septembre 2024, deuxième correspondance le 13 décembre 2024, et la dernière correspondance c'est le 2 mai, je crois bien, 2025 au gouvernement pour un dialogue. Et ces correspondances sont restées sans suite. C'est à la suite de cela que la CAP a adressé encore des correspondances à plusieurs structures. C'est une façon pour eux de faire un lobbying pour que ces structures puissent intervenir auprès du gouvernement pour que ce dialogue s'ouvre enfin. Et c'est dans ce cadre-là que la CAP a rencontré le rassemblement des Républicains. Sinon, ce n'était pas pour un dialogue. Non, pas le rassemblement des Républicains, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie. Voilà, le RHDP. Alors, le RHDP, c'est dans ce cadre de lobbying, parce que je rappelle que la CAP a rencontré l'Union européenne, la CEDEAO, la Chambre des rois et la Chambre des rois, les chefs religieux. C'est un lobbying qui avait été engagé. Et c'est dans ce même cadre que le RHDP a eu cette rencontre avec la CAP. Il ne s'agit pas, pour ce que je sais, d'aller tenir un dialogue avec le RHDP. Non, il n'est pas question, d'après les informations que j'ai eues, ce n'était pas question. Puisque vous vous rappelez que cette rencontre avait été prévue une première fois, ça a été reporté parce que le RHDP a voulu faire un dialogue par procuration que la CAP n'a pas voulu accepter. C'est dans ce même cadre de lobbying que cette rencontre a eu lieu. Mais la CAP, l'opposition maintient sa demande au gouvernement pour un dialogue pour trouver la juste mesure avant d'aller aux élections. Et ce dialogue que l'opposition réclame, ce n'est pas quelque chose en dehors de ce qui s'est passé. La cinquième phase du dialogue qui a eu lieu, il y a un élément qui a attiré mon attention dans les recommandations. Quand vous voyez, au titre du cadre juridique des élections, il est indiqué ici que la révision annuelle de la liste électorale par la CEI, la révision doit se faire par la CEI chaque année. Ça a été dans les recommandations du rapport final de la cinquième phase de ce dialogue-là. Donc aujourd'hui, si l'opposition réclame un dialogue, c'est pas avec en ce que je sais, c'est pas avec le RHDP, mais c'est avec le gouvernement. Donc, on ne peut pas, parce que des ministres ont fait partie d'une délégation d'un parti politique, conclure, comme ce que Bakayoko voulait dire, conclure que le dialogue s'est fait. Le dialogue n'est pas encore fait. Parce que quand vous voyez les revendications du gouvernement, ce n'est pas avec le parti politique, ce n'est pas un dialogue par procuration, ce n'est pas avec un parti politique, mais la CAP a allé vers le RHDP pour un lobbying, pour que le RHDP intervienne auprès du gouvernement pour que ce dialogue ait lieu. Mais quand vous regardez, à écouter des personnes, des militants du RHDP, c'est comme si le RHDP veut ruser un peu avec le dialogue. Parce que prendre des 15 ministres, aller rencontrer, constituer une délégation avec le RHDP, aller rencontrer l'opposition pour dire que le dialogue a été fait. Non, le dialogue n'a pas encore été fait. Je m'inscris en faux, le dialogue n'a pas encore été fait. C'est un cadre bien précis. Le RHDP et la CAP adressent des correspondances au gouvernement pour demander un dialogue. Les 3 correspondances sont restées sans suite. J'ai cité les dates, sont restées sans suite. Et c'est des démarches, on va dire en externe, qui sont menées pour que le gouvernement puisse accepter enfin, pour que ce dialogue ait lieu. Sinon, l'image que nous avons vue avec vraiment ce nombre de ministres-là n'a rien à voir avec le dialogue réclamé par
l'opposition. Sangare Yacouba, quel est votre avis sur cette rencontre? Non, moi, je pense qu'il faut saluer cette rencontre. Pour moi, c'était un pas vers le dialogue que demande l'opposition de façon générale en prélude à l'organisation de l'élection présidentielle. Oui, ils vont créer un cadre de dialogue, Jérôme, parce qu'après cette première rencontre, les deux partis ont convenu de se retrouver dans les jours à venir pour discuter de façon formelle sur le fond justement des choses qu'ils doivent proposer au gouvernement. Qu'est-ce qu'ils décident? C'est vrai que l'opposition demande un dialogue avec le parti au pouvoir, avec le gouvernement, mais le fait que la CAP discute avec le RHDP n'est pas une démarche qu'il faut négliger. C'est une démarche importante qui peut peut-être être un pas vers des dialogues futurs avec le gouvernement. Parce que les deux partis ont convenu de discuter des choses concrètes, comme je l'ai dit tantôt, et ensuite, ils vont soumettre ça, ce qu'ils auront décidé ensemble, ils vont soumettre ça au gouvernement pour pouvoir demander au gouvernement peut-être une autre rencontre ultérieure. Donc c'est une démarche importante. Moi, je pense que ça peut être une étape importante avant le dialogue entre griffes que demande l'opposition. Donc il ne faut pas négliger cette rencontre-là. Ensuite, la deuxième chose que je vais dire, moi je vois pas un symbole, moi je vois un signal fort pour les populations. Parce qu'on a assisté, depuis quelque temps, on assiste quand même à beaucoup de dérives verbales, beaucoup de propos enflammés qui donnent le sentiment souvent qu'il y a une crise alors qu'on n'est pas dans une crise. Donc, quel est ce dont les populations ont besoin? Les populations ont besoin que les politiques leur envoient des signaux d'apaisement, des signaux qui montrent que les politiques, malgré les divergences, ils sont conscients qu'ils doivent préserver l'essentiel qui est la paix et la stabilité du pays. Donc, pour préserver cela, s'ils se rencontrent, c'est un signal fort qui renvoie justement aux populations. Et moi, je pense que ça, il ne faut pas le négliger, il ne faut pas banaliser, il faut saluer. Au contraire, il faut déplorer l'absence du PDCI et du FPI à cette rencontre. On ne peut pas être un parti qui demande un dialogue, alors que quand il y a une démarche déjà, même si la démarche peut paraître minime, mais elle est déjà une démarche qui tend vers un dialogue. Moi, je pense que le PDCI et le FPI ont eu tort de boycotter cette réunion après avoir essayé de la reporter en demandant à Mme Simone Eivé de reporter. Elle a refusé. Donc, et je pense que ça, ils ne sont pas dans une bonne démarche. Et ça, c'est bon parce que au cours de cette rencontre, la CAP a soumis, comme le reporter l'a dit, un certain nombre de requêtes au RHDP, notamment la révision de la liste électorale. Mais ce n'est pas le RHDP qui règle ça. Mais le RHDP, je pense qu'à la rencontre, ils l'ont dit, c'est pas eux, ça c'est au gouvernement. Mais le fait que déjà ils décident de s'asseoir et de faire ensemble un mémorandum de requête à soumettre au gouvernement, pour moi c'est un pas vers le dialogue. Et c'est des signaux qui sont de nature à apaiser l'atmosphère sociopolitique, à rassurer les Ivoiriens qui ont encore beaucoup de craintes. Et ça, c'est mieux que d'entretenir des pics. Moi, je salue cette initiative. Je trouve qu'elle est plus porteuse que des pics, que des politiques se lancent, parce qu'on a besoin des élections apaisées. Et c'est ce que réclament les Ivoiriens dans leur ensemble et l'ensemble des populations qui vivent dans ce pays. Voilà. Sylvain Debailly, Jérôme Ndri l'évoquait tout à l'heure. Il y a eu plusieurs sollicitations épistolaires de la part de l'opposition. Il y a eu pas mal de démarches qui ont été effectuées. Si aujourd'hui il y a rencontre entre le parti au pouvoir et l'opposition, est-ce que la prochaine rencontre sera celle de la prise en compte de la volonté de l'opposition pour pouvoir participer à ces élections? Est-ce que de façon réaliste, on pourrait résoudre ces problèmes-là, qui sont toute une liste, pour qu'on puisse aller à des élections avec un bon compromis? Ouais, tout à l'heure, j'ai parlé de ruses. Des ruses qu'il faut éviter dans cette affaire parce que malheureusement, le temps joue contre nous. Et si vous voyez aujourd'hui le symbole lui-même, c'est-à-dire que ce n'est pas la coalition CAP qui se déplace, mais c'est le RHDP qui vient à la coalition. Et chez Simone Gbagbo, au siège du MGC, c'est d'abord un symbole. Que s'est-il donc passé pour que le RHDP se sente dans cette démarche et accepte enfin de venir vers un partenaire politique, sinon un adversaire politique? Ben, on ne le dira jamais assez, mais je trouve que c'est quand même un signal pour dire qu'on a beau être fort, mais on a besoin de l'autre. On a besoin de l'autre. Mais malheureusement, tout cela se passe à quelques 3 mois de l'élection présidentielle. Quel temps aura-t-on pour faire le balayage de tout ça et puis donner des réponses concrètes? C'est pourquoi, de mon point de vue, le RHDP devrait profiter, en tout cas de sa volonté
à lui pour, comme il est le parti au pouvoir, mobiliser en même temps toute l'opposition pour qu'elle soit associée au dialogue et convaincre même le gouvernement d'ouvrir enfin ce dialogue nécessaire-là pour rassurer la population, comme le disait tout à l'heure mon confrère. Mais pour le moment, on n'en est pas là. C'est-à-dire que quand vous avez vu tout à l'heure les images, bon, la disposition même dans la salle, des gens qui sont face à face, assis, même pas document à main, mais ils sont allés s'écouter simplement. Mais à quel moment aura-t-on le deuxième round? Donc tout ça, je pense que il faut aller plus loin. Le temps qui court est tellement minime qu'il faut laisser les petits pas pour aller vers les grands pas. Mon confrère disait tout à l'heure que le FPI et le PDCI ont eu tort d'être absents à ce round. Ben, je crois que, selon les informations que nous avons eues, il y a quand même eu un débat avant ce dialogue-là, avant cette rencontre. Il y a eu un débat en interne entre les différents partenaires de cette coalition. Il y a même eu un vote. Pour les uns, il ne fallait pas aller rencontrer le RHDP, mais plutôt le gouvernement. Et pour les autres, bon, il fallait aller vers le RHDP, enfin, aller discuter avec le RHDP, qui est le parti au pouvoir. Je pense qu'en interne, ils ne se sont pas entendus là-dessus. Et on a même procédé, ils ont finalement procédé à un vote. Ce vote, Afinguessan et le PDC ont été mis en minorité parce que quand vous voyez la configuration de la CAPSI, c'est généralement des partis qui ont été démarchés par Simone Gbagbo. Et c'est comme ça que finalement, elle prend le leadership de cette rencontre. Et puis bon, donc il faut comprendre leur absence par ce fait-là. Mais bon, il y a eu ça. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a urgence. Il nous reste 3 mois pour le scrutin. Des questions importantes ne sont même pas encore abordées jusque-là. C'est pour ça que je pense que si le RHDP est vraiment animé d'une bonne foi, qu'il doit convaincre le gouvernement pour que le vrai dialogue tant attendu soit quand même se réalise enfin. Voilà, il y va de l'intérêt de tout le monde, y compris du RHDP. Quand on regarde aujourd'hui le contexte international, je pense que la Côte d'Ivoire, qui est le dernier bastion, je crois, de la paix dans la sous-région, doit quand même préserver cette paix-là, cet avantage-là qu'il a sur les autres. Et donc, il faut s'asseoir. C'est le plus simple. Dialoguer, c'est plus simple. Voilà, que faire la bagarre. D'abord, je voudrais préciser que l'intérêt des Ivoiriens, du peuple ivoirien, c'est d'aller résolument vers les élections du 25 octobre 2025. Non, c'est pas ça l'intérêt. C'est uniquement ça. C'est l'intérêt des Ivoiriens de respecter les échéances. D'aller à l'élection dans la paix. C'est ce qui est important. De respecter les échéances constitutionnelles. Maintenant, moi, je voudrais faire une petite remarque. C'est-à-dire que l'opposition, je crois qu'au début de ce petit problème qu'ils avaient soulevé, c'était de dire que la CEI était mal composée. Et en ce moment-là, on faisait croire que les représentants du gouvernement et les représentants du RHDP étaient une seule entité. Mais d'où vient-il qu'aujourd'hui, on vient de dire que le RHDP est différent du gouvernement? Donc, cette duplicité-là, je pense que ce n'est pas de nature à rassurer la pratique politique même dans notre pays. Est-ce que le RHDP est le gouvernement? Ça c'est un problème. Non, mais c'est les différents phases du dialogue c'est vous qui avez dit que la composition de la CEI, toute cette affaire a commencé par là, que la composition de la CEI était en faveur du pouvoir, d'autant que le RHDP et le gouvernement étaient une seule entité et que leur représentativité devait être calculée comme un seul bloc. Aujourd'hui, vous dites, non, le RHDP est différent du gouvernement, donc il fallait discuter avec le gouvernement. Moi, je vois là qu'il y a une sorte de duplicité qui n'est pas tout à fait une bonne chose. Non. Au-delà de ces spéculations, au-delà de rencontres entre l'opposition et puis le RHDP, pour le contenu des revendications de l'opposition, il y aura satisfaction dans l'échéance électorale. Oui, mais Ahmed, ce n'est pas au gouvernement de structurer l'opposition. Aujourd'hui, on trouve que le gouvernement, il y a eu une discussion avec une partie de l'opposition. Est-ce que c'est le rôle du RHDP ou bien d'un gouvernement de structurer son opposition? Et vous avez montré les péripéties avant cette rencontre.
il y a eu des négociations en interne au niveau de la CAPSI. Il y a eu des accords sur beaucoup de sujets. Bon, est-ce que ça, c'est de la responsabilité du gouvernement d'organiser son opposition? Je pense que l'opposition elle-même a une forte responsabilité dans ce dialogue-là. Elle aurait dû avoir des convergences sur des points communs et ensemble aller. Donc aujourd'hui, le RHDP ou le gouvernement est obligé, à la limite, de discuter avec les deux parties. Maintenant, troisième point que je voudrais soulever, on me donne l'impression que le dialogue doit devenir un métier. On dit qu'on a fait trois lettres épistolaires au gouvernement qui n'ont pas été répondues. Mais le gouvernement a été élu pour un mandat de 5 ans et le mandat, il reste encore 3 ans. Les gens sont en train de travailler et vous, les gens passent tout le temps à leur envoyer des lettres. Non, moi je trouve que ça c'est... Ça fait partie du travail. Le gouvernement est en train de travailler. Il ne peut pas passer tout son temps à lire des lettres. Non, le gouvernement ne peut pas passer tout son temps à lire des lettres. Non, le dialogue n'est pas un métier. Le dialogue, c'est une activité secondaire qu'on peut mener. Non, c'est pas une activité secondaire. Parce que le dialogue, c'est à partir du dialogue que le gouvernement peut gouverner aussi dans le cadre de la position. Ça, c'est ce que vous dites. Mais pour moi, le gouvernement... le dialogue est une activité subsidiaire, une activité secondaire. Non. C'est pourquoi le gouvernement a été élu par les Ivoiriens en 2020, c'est de conduire le processus de développement, c'est de solutionner les problèmes qui ont été posés. Et pendant qu'un gouvernement est en train de faire ça, on lui envoie des tonnes de lettres. Mais à quel moment ce gouvernement va se mettre au travail? Pour moi, l'opposition doit changer de fusil d'épaule, s'organiser en interne pour pouvoir affronter la réalité. Et la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est la présidentielle qui va avoir lieu dans les délais constitutionnels. Je pense que c'est ça aujourd'hui le fond du problème. Tout le reste, c'est des subterfuges, c'est du dilatoire pour pouvoir perdre le temps au processus électoral. Ou bien embrouiller les Ivoiriens et même le processus électoral. Parce que, je termine par là, en même temps qu'on dit que le processus politique est vicié, en même temps, on fait des parrainages. On ne veut pas faire des parrainages le matin, on veut faire des parrainages le soir. Finalement, il faut que l'opposition ait une clarté dans sa démarche politique, pour qu'on ait une visibilité, une lisibilité dans le processus politique tel que voulu par l'opposition. Jérôme Dri, sur la prochaine rencontre après celle-ci, et puis le contenu également des négociations. Mais à écouter Bakayoko, c'est comme si le dialogue... le dialogue n'a même pas de... C'est un effet secondaire, le dialogue n'a aucun intérêt, non, Bakayoko. Je dis, c'est pas un métier. Quel est votre avis à vous là-dessus? Bakayoko, le gouvernement ne peut pas gouverner, pas travailler, comme tu le dis, dans un environnement troublé. Il faudrait qu'il y ait un environnement apaisé pour que le gouvernement travaille. Et pour que cet environnement soit apaisé, il faudrait quand même qu'en travaillant, le gouvernement tienne compte aussi de la vie de l'opposition. Il y a eu une première phase du dialogue. Et il revient tout à l'heure quand tu dis que le parti, le RHDP, c'est en même temps... non, il ne faut pas confondre le RHDP au gouvernement. Les différentes phases de dialogue qui sont passées, ce n'est pas le RHDP. Tu parles tout à l'heure de ruse. Moi, je pense que c'est là aussi que peut-être le RHDP veut ruser. Parce que les différentes premières phases du dialogue, c'est entre les partis de l'opposition et le gouvernement. Jusqu'à la dernière phase, 5e phase du dialogue, là même, à la 5e phase du dialogue, le gouvernement a discuté et avec les partis politiques et avec les organisations de la société civile. Non, l'opposition réclame un autre dialogue pour mettre à plat les conditions d'une élection apaisée. Parce que quand tu dis l'intérêt des Ivoiriens, c'est d'aller à une élection, c'est pas d'aller à une élection. L'intérêt des Ivoiriens, c'est d'aller à une élection apaisée qui ne va pas nous créer encore... qui veut troubler les élections? Qui ne va pas nous créer encore 3000 morts. Qui veut troubler les élections? Qui va nous créer encore 80 morts comme on a connu en 2010 ou bien on a connu en 2020. C'est d'aller à des élections dans un environnement apaisé pour ne pas que ces élections soient plus encore, ce soit cauchemardesques pour nous encore en Côte d'Ivoire ici. Mais il ne faut pas dire que l'intérêt des Ivoiriens, c'est d'aller à une élection. Non, c'est d'aller à une élection apaisée pour ne pas qu'il ait encore une crise. Donc, je reviens pour dire que le dialogue est important aujourd'hui. Et pour ce dialogue, il n'est jamais tard pour faire ce dialogue. Mon confrère tout à l'heure a dit qu'il reste 3 mois. Non, moi je ne regarde pas le timing. C'est-à-dire que c'est le résultat qui est plus important. Et puis, en politique, il ne faudrait jamais dire que les choses sont figées. Rien n'est figé en politique. Aujourd'hui, on peut ouvrir le dialogue. Si le RHDP fait preuve de bonne foi, comme tu l'as indiqué, et qu'il remonte cette information au gouvernement, que le gouvernement accepte d'ouvrir un dialogue, je pense qu'on ira à des élections apaisées
et on n'aura pas une crise post-électorale comme on l'a connu. Mais aujourd'hui, il ne faudrait pas que chacun se soit braqué dans sa position et dit allons aux élections. Ces élections-là, s'il n'y a pas de dialogue, si les conditions ne sont pas réunies, je ne suis pas sûr qu'on ait une élection apaisée. Et vraiment, ce n'est pas dans l'intérêt de toi, Bakayoko, ce n'est pas dans mon intérêt, encore moins dans l'intérêt même des politiques même qui sont là. C'est pourquoi, moi, nous tous nous encourageons que les politiques s'asseyent et qu'ils puissent définir les contours de cette élection. Et qu'ils partent La Constitution a déjà défini les contours de l'élection. C'est le code électoral. Alors, qu'est-ce que le RHDP dit? Vous voulez un autre code informel? Bakayoko, la politique, je vais terminer, Bakayoko. Depuis 2000, nous, on est observateurs de la politique en Côte d'Ivoire. Et la politique en Côte d'Ivoire fonctionne avec deux mondes. Je l'ai dit plusieurs fois sur le plateau, avec les lois et les accords politiques. C'est les accords politiques qui nous ont aidés en 2010 à sortir de la crise. Je pense qu'il faut privilégier le dialogue pour éviter encore d'autres problèmes. On ne peut pas accepter un processus alors que nous sommes dans un processus constitutionnel. Des discussions éventuellement. Non, mais on a plus ou moins une idée, parce que lors de la première rencontre, la CAP a soumis son chapelet des revendications. C'est les mêmes revendications. Révision de la liste électorale, inscription de certaines personnalités qui sont passées la liste électorale, mise en place d'un nouvel organe pour l'organisation des élections, tout ça. Bon, ce que je voulais dire aussi, il ne faut pas aussi qu'on demande un dialogue pour un dialogue. Un dialogue doit se faire aussi, pour moi, sur des bases que j'appelle saine et réaliste. C'est pour ça que j'ai bien aimé le propos du secrétaire exécutif de l'HDP qui a dit qu'il faut qu'il y ait de la sincérité pour que les engagements qui seront pris en interne soient respectés. On est à 3 mois des élections, il y a une réalité importante et Bakayoko l'a bien relevé. La date constitutionnelle de l'élection, c'est le 25 octobre. Si l'élection ne se tient pas le 25 octobre, qu'est-ce qui se passe après? Le ciel ne tombera pas sur la tête des Ivoiriens. Non, le ciel peut tomber sur la tête parce qu'on peut se tomber dans un vide juridique et l'opposition ne sera plus en train de... En 2005, on n'a pas eu des élections. Non, je t'ai écouté, laisse-moi finir. Ouais. Moi, je vais juste présenter simplement la situation. La Constitution est claire, l'élection doit se tenir le dernier samedi du mois d'octobre de la 5e année du mandat, ce qui correspond au 25 octobre. Sur le 25 octobre, l'élection ne se tient pas alors que les gens tergiversent, on est dans un vide constitutionnel. Et là, l'opposition ne parlera plus de dialogue, il parlera peut-être de transition. Et on est dans une incertitude. Cette situation, pour moi, elle sera plus difficile à gérer que la situation avant l'élection. Le cadre est déjà tracé. Et le processus sur son cours, on est déjà dans la dans la dernière ligne droite. Pour moi, il faut aller à ce dialogue en posant les revendications, pour moi, qui me semblent assez réalistes. Je ne pense pas, de mon point de vue, que ce soit judicieux et surtout, pour moi, réaliste de demander à 3 mois d'un scrutin alors que le processus est déjà lancé, qu'on demande qu'on mette en place un nouvel organe. Quand on analyse dans le fond, ça veut dire que si vous faites cette revendication, ça veut dire que vous n'avez pas envie d'aller à les élections. Mais c'est pas 3 mois, ça a été fait. Ça a été fait depuis longtemps. Oui, mais je veux dire, quand on fait des revendications, on les adapte en fonction de l'évolution du temps. Vous ne pouvez pas avoir la même revendication depuis 18 mois alors que le processus avance. Vous vous adaptez. Vous vous adaptez. Donc, du moment où on est... Si vous demandez ça aujourd'hui, ça veut dire que vous ne voulez pas que l'élection se tienne le 25 octobre. Si vous ne voulez pas que l'élection se tienne le 25 octobre, vous préparez les esprits à une situation qui va être plus difficile que ce qu'on décrit maintenant. Donc, on n'est pas dans une situation de crise en tant que telle. Ce que les gens veulent, que l'élection se passe dans le calme et que les gens se conformeraient, que les gens comprennent qu'on est dans... Les gens fassent preuve de responsabilité pour que là où, au stade où on est, il y a des revendications que vraiment on ne doit plus poser sur la table. On ne peut pas demander en ce moment qu'on remette en place une nouvelle CEI. Pour moi, ce n'est pas réaliste. Je pense qu'il faut sortir ça du dialogue. Donc c'est pour ça que je voulais terminer en disant, moi je suis d'accord pour le dialogue, mais il faut que le dialogue se fasse sur des choses qui sont pour moi réalisables, qui sont pour moi réalistes, pour ne pas qu'on soit dans la surenchère qui va créer les conditions d'échec d'un dialogue. Parce que si vous partez sur la table de négociation avec des requêtes qui ne sont pas réalisables, il est clair que vous n'allez pas pour que le dialogue puisse aboutir. Donc, maintenant, je voulais terminer rapidement. C'est la deuxième fois voilà, oui, pour ne pas justifier, il ne faut pas justifier l'absence du PDCI et du FPI à cette rencontre. Vous l'avez bien dit, ils ont fait une rencontre en interne, ils ont voté. S'ils sont démocrates comme ils le réclament,
C'est la loi de la majorité qui la porte. On est dans une coalition, la majorité dit qu'on va à une rencontre. Vous allez, mais vous n'allez pas. Ça veut dire que vous avez d'autres intentions qui ne sont pas réellement l'objectif du dialogue. Et ça, ce n'est pas bon. Voilà. Et nous, notre intention, c'est de poursuivre cette émission avec l'autre sujet qui nous dit que l'un des cadres du PPACI également, qui est Awa Dombello, publie une note dense, critique et stratégique dans ce courrier adressé à l'ancien président Laurent Gbagbo. Il propose des candidatures de précaution. Tout sur le contenu de ce manuscrit avec Davis Oyo. Depuis quelques jours, une correspondance du vice-président du PPACI, Awa Dombello, enflamme la toile. Ce courrier confidentiel, daté du 29 juin 2025, adressé au président du PPACI, Laurent Gbagbo, aurait fuité dans la presse. Dans ce document, l'ancien ministre de l'Équipement et de l'Assainissement propose une stratégie alternative au cas où le patron du PPACI ne pourrait pas être candidat à la présidentielle d'octobre prochain en raison de sa radiation sur les listes électorales. C'est dans ce contexte que le représentant des BRICS pour l'Afrique centrale et occidentale affirme avoir écrit cette lettre à l'endroit du président du parti. L'idée, éviter à tout prix que le PPACI se retrouve une nouvelle fois hors course comme en 2020. Après l'agitation suscitée autour de cette correspondance qu'il a qualifiée de note d'analyse, Awa Dombello fait des mises au point, recadre et dénonce une instrumentalisation des médias proches du pouvoir avant d'affirmer sa fidélité à Laurent Gbagbo. Au niveau des instances du parti, aucun plan B n'est envisagé, même si pour l'heure, seule une amnistie permettrait un retour de Laurent Gbagbo dans le jeu électoral. Retour sur le plateau du Club de la Presse et tout de suite on enchaîne avec les analyses sur ce courrier. Qu'est-ce que vous pensez du contenu de ce courrier adressé par Awa Dombello, cadre du PPACI, à Laurent Gbagbo, futur potentiel candidat du parti, ou candidat même selon les partisans du parti. Sylvain Debailly? Oui, tout le monde a vu ce courrier. Il y a d'abord par sa forme et puis par son fond. Dans la forme, vous remarquerez l'utilisation de tu, du pronom tu pour désigner Laurent Gbagbo. Et puis, voilà, juste pour dire que c'était une note d'un camarade à un camarade. Ce n'était pas une note adressée de façon plus formelle au parti de Laurent Gbagbo. Il a fait une analyse, selon lui, celle qui conviendrait pour lui. Et bon, il partage cette analyse avec le président de son parti. Et plus tard, quand il fait sa mise au point, il dira que les vice-présidents ont cette compétence-là. Voilà, ont cette compétence. Mais le courrier est arrivé quand même à un moment où les cadres du PPACI ne s'y attendaient pas. D'autant plus qu'ils sont engagés dans les opérations de parrainage du candidat, lequel candidat avait été donc désigné par la convention du parti et investi à l'unanimité des cadres de ce parti-là. Et donc, quand on a un candidat qui est désigné par la convention, qu'il a investi, tout l'appareil du parti s'engage à accompagner ce candidat. Et donc, ce parti-là était donc engagé à faire admettre non seulement la candidature de son cadre qu'il a choisi, mais également à le faire élire. Et donc, ils étaient concentrés sur cela, et c'est justement la raison pour laquelle le courrier qui est intervenu a fait quand même le tour de la toile et a suscité la colère chez certains et la joie chez d'autres. Bon, mais je crois que tout cela fait partie des convulsions internes qu'il y a dans chacun des partis que nous avons ici sur l'échiquier politique. Au PPACI, la situation est telle que les gens sont engagés dans le processus électoral sans être certains que son candidat Laurent Gbagbo va y participer. Mais Dombello a attendu un moment qui n'était certainement pas opportun, comme le critiquent certains cadres, même s'ils sont fondamentalement d'accord avec, mais le moment choisi, et puis même le contexte, certainement, ne s'y prêtait pas. Parce que comment je vois la chose, mais de toutes les façons, il a eu le mérite
il a eu le mérite de susciter un débat qui était peut-être fait en sourdine ou bien au-delà des officines du parti. Et je pense que les jours à venir nous diront, mais très vite, il s'est ravisé, puisque certainement avec ce que cela a suscité, il s'est peut-être dit que bon, ce n'était pas le bon moment et qu'il fallait repréciser les choses. Voilà. Lansine Bakayoko, votre avis sur le courrier? Vous savez, il y a 3 semaines, je vous avais dit que l'opposition ivoirienne était un assemblage de partis en crise et que le PPACI, qui donnait l'impression d'être un parti homogène, en réalité était un parti qui pouvait imploser en interne. Et voilà, vous avez vu ce à quoi je faisais allusion. Don Melo aujourd'hui est sorti du bois. Et vous croyez qu'il y a une implosion dans le parti? Non, l'implosion c'est peut-être trop dit, mais il y aura quand même quelques frictions, ça c'est inévitable. Parce que Don Melo est complètement différent aujourd'hui, en tout cas est sorti si tu veux, de cette image qui donne de messianisme dans le parti, c'est ce que je vais dire. Don Melo fait preuve de lucidité, en réalité. Don Melo fait preuve de réalisme. Vous savez, Laurent Gbagbo est sous l'emprise des servitudes judiciaires jusqu'au moment où nous parlons. Donc, manifestement, il ne peut pas être candidat. Donc, c'est ce que Don Melo dit. Il parle de candidat de précaution. Il ne dit pas qu'il veut se substituer à Laurent Gbagbo, mais il parle de précaution. Mais vous savez, nos partis en Afrique donnent l'impression de ne pas être vraiment des partis politiques. C'est comme le PPACI aujourd'hui, manifestement, est devenu comme une sorte de club de soutien à un homme. Parce que ce que Don Melo dit, c'est une réalité. Mais moi, ce qui me désole dans cette affaire, j'ai cru que le PPACI, qui est recyclé, le FPI qui est recyclé, et qui est reconditionné en PPACI, pour moi, il y avait un changement. Parce que c'est à croire que le PPACI n'a pas appris, n'a pas tiré d'enseignement du passé. Parce que, voyez-vous, après les élections de 2010, il y a des généraux, les sécurocrates, les plus hautes personnalités en matière de sécurité et de défense avaient bien évalué la situation pour dire, au plan politique, vous ne pouvez pas rempiler. Au plan militaire, nous n'avons pas les moyens aujourd'hui, au regard de ce que nous voyons, de faire face. Donc nous vous demandons, Monsieur le Président, de tirer les conséquences de cette situation. Mais qu'est-ce qu'on leur a servi? On a dit qu'ils étaient des officiers félons, on les a traités de tous les noms d'oiseaux. Pourtant, c'est eux qui étaient dans la lucidité. Ils étaient dans la vérité, ils étaient dans la lucidité. Aujourd'hui, Don Melo est dans la lucidité, il est dans la vérité. Mais aujourd'hui, il est voué aux gémonies. Il est jeté en pâture. Aujourd'hui, il est ostracisé. Parce qu'il a préconisé une solution qui est une solution de réalisme, une solution de lucidité. C'est pour ça que moi, je voudrais demander au PPACI qui a jeté. Vous avez vu, il y a toute une campagne orchestrée aujourd'hui par la direction du PPACI contre Awa Don Melo, qui est exécutée, qui est implémentée par sa jeune garde qui lance toutes sortes d'offensives contre Awa Don Melo. Et ça, ce n'est pas bon pour la démocratie. Je crois que moi, l'image que j'ai du Front populaire ivoirien, c'est l'image d'un parti démocrate. L'image d'un parti où le débat contradictoire existe. Mais aujourd'hui, où se trouve le débat contradictoire? On est dans une sorte de messianisme qui fait que personne ne doit parler aux dirigeants du parti. Et ça, ce n'est pas bon, aussi bien pour l'opposition, notamment le PPACI, que pour notre démocratie. Parce que bon, l'opposition dit que le RHDP au pouvoir est réputé être un parti autocratique. Bon, j'en conviens, mais eux qui sont les poches démocratiques, voilà aujourd'hui ce qu'ils nous servent. Ça veut dire que c'est toute la digue que nous espérons de la démocratie qui s'effondre. Et ça n'augure rien de bon pour notre démocratie. Jérôme Ndri, vous partagez son avis? Oh, plus ou moins. Mais je dirais, je suis un peu d'accord avec lui quand il dit que c'est dans nos partis politiques en Afrique, il y a une sorte de messianisme qui fonctionne. Et ça, c'est dans presque tous les partis. Hein.
Mais quand on regarde un peu le courrier de Awa Domelo, peut-être c'était un acte de réflexion qu'il a voulu apporter, mais comme l'a dit Debaï, c'est le timing qui a été peut-être le contexte qui a été peut-être mal choisi. Parce que quand on essaie lui-même, quand on regarde sa note de mise au point, il a indiqué que c'est une note confidentielle apportée au président Laurent Gbagbo. On nous dit que c'est une note confidentielle. Le président Laurent Gbagbo a transmis à un comité d'experts à 3 qui devait réfléchir dessus et faire un retour. Mais comment cela a pu arriver sur la place publique, là, il y a toujours un point d'interrogation. Mais au-delà de ça, je pense que nos partis politiques doivent faire un peu de recul. Vous voyez, à côté même du cas Domelo, nous avons le cas du ministre, du président Bitogo, qui a fait sa sortie sur une chaîne de télévision française. Vous avez vu, il a été sur les réseaux sociaux, les partisans du RADP l'ont léché. Non, mais il faut ajouter qu'il y a un militant du PSI qui avait demandé un candidat à côté et qui a été lynché aussi. Non, mais c'est quoi je fais dire que je suis d'accord avec toi quand tu dis que... Mais tu fais semblant d'oublier cette épisode. Non, c'est parce que j'ai dit, je parle du RADP que Bakayoko s'est senti indexé. Non, c'est juste pour dire que c'est vrai. Domelo apporte, il met sur la table un axe de réflexion qui peut-être est mal pris par les partisans ou bien les militants du RHDP, mais comme il a indiqué, c'est pas un candidat qui va se substituer au président Laurent Gbagbo, mais il dit au cas où, il a bien indiqué, j'aime bien son thème là, il dit c'est pour anticiper les conséquences d'une éventuelle non-validation de la candidature peut-être de Laurent Gbagbo. Mais il aurait dû peut-être choisir peut-être un autre contexte. Ça, c'est ma réflexion. Au lieu d'adresser peut-être une note confidentielle, pourquoi pas comment on appelle ça, au niveau des instances, peut-être adresser des notes au niveau des instances qui devaient réfléchir peut-être à cela, et puis faire la proposition de Laurent Gbagbo. Mais bon, ça a été déjà fait, la lettre a fuité, mais je pense que c'est le mal de nos partis politiques en Afrique. C'est qu'il est difficile pour quelqu'un de sortir du temps pour même faire une proposition. Et je reviens encore, pour le cas où vous avez vu le cas de Bitogo, c'est le même cas qu'aujourd'hui Domelo vit. Non, moi je ne partage pas ce que vous dites. Moi je pense que le timing, il a bien choisi le timing. Nous sommes à 3 mois des élections. Nous sommes à 3 mois des élections. Le parrainage a commencé. Dans un mois, quasiment un mois, ce sera bouclé pour la liste de candidatures. Et la situation du président Laurent Gbagbo n'a pas changé. C'est vraiment la ligne droite. Donc il a choisi pour moi le bon timing. Ensuite, vous parlez du canal. Le canal, ce n'est pas les instances. Il se serait fait lyncher publiquement devant les instances. Le canal, c'est le président Gbagbo. Puisqu'il a déjà une tradition avec le président Gbagbo où régulièrement, il lui remet des notes d'analyse à titre privé sur la situation du pays. Le président Gbagbo lui fait confiance parce qu'il estime que c'est un haut cadre du parti qui a quand même une expérience politique, qui a un niveau d'analyse assez fort au sein de son parti, qui le guide un peu sur certaines questions concernant la gestion du parti. Donc c'est normal qu'il lui transmette ça dans le cadre. Là, pour moi, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est la gestion de la situation. Et moi, je pense que la responsabilité du président Gbagbo est engagée dans cette affaire-là. Vous avez l'habitude de travailler avec un collaborateur qui vous donne des notes secrètes. Vous recevez ces notes secrètes. Ensuite, vous le redirigez vers des collaborateurs et puis après, il y a une fuite, il est lynché, vous n'intervenez pas, personne ne parle. Ça veut dire, quand on analyse dans le fond, Laurent Gbagbo n'est pas d'accord avec la proposition que Awa Domelo a faite. Et ça pose, je pense que ça mérite une réflexion profonde au sein du parti. Il devait dire quoi? Non. Je vais dire que pour moi, vraiment, la question se situe là. Ensuite, qu'est-ce qu'Awa Domelo propose? Pour moi, il ne propose rien de méchant. C'est juste une analyse tellement lucide. On a investi un candidat il y a 1 an. Quand je dis on, je me glisse dans la peau des militants du PPACI. Ça fait 1 an qu'ils ont investi le président Laurent Gbagbo comme leur candidat. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus d'1 an, sa situation juridique n'a pas changé. Il n'est ni éligible ni électeur. Donc théoriquement, là, il ne peut pas être candidat à l'élection qui arrive. Mais un parti qui est structuré... Pour l'instant. J'ai dit théoriquement, en ce moment, il n'est pas éligible. Donc, il ne peut pas participer à l'élection.
pour un parti là, c'est aussi l'anticipation sur les événements qui arrivent. Donc dans le cadre de l'anticipation, il propose qu'on ait des candidatures de précaution. Il ne dit même pas des candidatures de substitution. Il dit au cas où. On dit non, bon, on le lynche. Et vous trouvez ça normal? Non, ce n'est pas normal. C'est une mauvaise gestion de cette analyse que moi je trouve très lucide. Et ça met en nu vraiment le malaise profond qui est aujourd'hui au sein du PPAC où il y a deux camps. Un camp qui dit qu'en ce moment, vu la situation, il nous faut penser sérieusement à une solution B, à un plan B peut-être, même s'il n'aime pas le thème plan B, à une candidature de suspicion. À côté, il y a un autre camp qui disent non, c'est eux que vous avez décrit là, qui sont dans l'idolâtrie, qui disent non, bon, on va à fond derrière le président Bongo, sachant bien pertinemment qu'il ne peut pas être candidat à l'élection en l'état actuel. Je voudrais juste ajouter que donc c'est eux qui sont les ennemis du parti, qui s'en prennent aujourd'hui. Mais ça, c'est pas seulement PPAC. Donc je veux dire, Awadou Melo, pour moi, il a fait une analyse lucide de la situation. Mais en même temps, comme c'est un homme intelligent, je sais qu'il a tiré les conséquences de la situation qu'il vit. Cette situation lui a permis de savoir au PPACI qui sont ses vrais amis, qui sont ses vrais ennemis. Moi, je pense qu'en politique, il y a deux situations. En politique et surtout en démocratie, il y a les institutions et il y a le rapport de force. Aujourd'hui, le rapport de force n'est pas en faveur du PPACI et il devait tirer toutes les conséquences. Oui, rapidement, je pense que s'il y a un parti qui doit se targuer d'avoir pratiqué l'ouverture sur ces choses-là, c'est bien le PDCI. C'est-à-dire, en 2000, quand le président Bédié ne pouvait pas être là, il y a eu des candidats, mais qu'est-ce que ça a donné? Les histoires de candidats de substitution, mais candidats de précaution. Ils ont tous été éliminés. Donc, on va voir aussi, demain, quand le RHDP sera dans la même situation, le RHDP qui n'a pas encore de candidat sera dans la même situation. Oui, mais le RHDP est dans la même situation quand Bitogo dit... Oui, c'est ce que j'ai dit. Est-ce que Bitogo entend de dire? Il subit le même lynchage. J'ai mis le même lynchage. Donc, c'est pas inhérent au PPACI, Sangaré. Donc, il faut avoir le courage de le dire. On ne peut pas parler des formes. On analyse des faits qui sont là. Merci, c'est un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt. On a une autre élection également à discuter dans cette émission. On part cette fois-ci en Afrique centrale, au Cameroun, où le 12 octobre prochain, ce sera l'élection présidentielle dans le pays. Paul Biya rempile pour une 8e fois une analyse que nous fait Davis Oyo dans cet élément, juste après lequel nous vous donne rendez-vous sur ce plateau. À 92 ans, le président camerounais Paul Biya a annoncé sa candidature pour un 8e mandat à la présidentielle d'octobre prochain. Pour rappel, depuis 2008, la limitation du nombre de mandats a été supprimée par révision constitutionnelle permettant à l'actuel président camerounais de se représenter sans obstacle légal. Seulement voilà, son état de santé fait l'objet de nombreuses spéculations alimentées par ses absences régulières de la scène publique. Officiellement, aucune information n'a été communiquée sur ce point. Du côté de l'opposition, plusieurs figures, dont Maurice Kamto, ont annoncé leur intention de se présenter. Des voix se sont également élevées au sein de l'Église catholique pour juger cette nouvelle candidature du président Biya inadaptée au contexte actuel. En effet, le pays reste confronté à la crise anglophone, à l'insécurité dans l'extrême nord et un fort taux de chômage parmi les jeunes. L'annonce de cette candidature ouvre donc une nouvelle séquence politique à 3 mois d'un scrutin attendu dans un contexte marqué par la stabilité institutionnelle et la persistance de tensions locales. Messieurs, nous sommes au Cameroun. Le 12 octobre prochain, Paul Biya est candidat. L'analyse de Davis Oyo vient d'être regardée par tout le monde. Lansine Bakayoko, qu'est-ce que vous pensez de cet état de fait? Moi, je fais juste un parallèle avec la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Paul Biya avait rempli pour la 8e fois. Nous, à la Côte d'Ivoire, on n'est même pas encore à 5 fois. Il y a des cris d'orfraie partout. Et là, c'est ça qui me gêne. Je pense qu'on devrait pouvoir l'admettre. Vous savez, aujourd'hui, Alassane Ouattara a 14 ans de pouvoir. Et vous voyez tout ce vacarme. Mais Paul Biya, aujourd'hui, ça fait 43 ans. Sassou Nguesso, ça fait pratiquement 46 ans. Pas des exemples. Entre guillemets. Yoweri Museveni, qui est anglophone, ça fait pratiquement 40 ans. Et je peux en citer à l'appel. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop être pessimiste, il ne faut pas s'auto-flageller en fait. Il ne faut pas s'auto-flageller. Et Paul Biya, on le rappelait, il est dans un régime qui n'a pas laissé ses amis. C'est des régimes aujourd'hui, il n'y a pas de résultats, c'est dépassé. Je pense que les Africains ne sont pas nécessairement à la recherche d'un président, ne sont pas là. Parce qu'un président, c'est d'abord de la représentation, mais c'est surtout des actions.
En Côte d'Ivoire, nous avons un président qui fait de la représentation, mais qui est dans l'action. Un pays comme le Cameroun, le président est aujourd'hui uniquement dans la représentation. Il n'y a pas d'action. Il est entouré de personnalités d'un certain âge. Et je vais vous donner quelques exemples. Le Premier ministre qui est le plus jeune a 71 ans. Le président du Sénat a 91 ans. Le président de l'Assemblée nationale a 85 ans. Le président du Conseil constitutionnel a 82 ans. Le président du Conseil économique et social a 78 ans. Vous voyez, et donc le plus jeune ministre a 50 ans, 51 ans. Vous voyez, quand on est dans ce genre de pays, on doit se réjouir de ce qui se passe chez nous ici. Et moi, je crois que c'est la principale leçon qu'il faut tirer. Les Camerounais peuvent faire ce qu'ils font, mais je dis aux Ivoiriens, ne vous auto-flagellez pas. Regardez là-bas, et puis regardez chez vous, et vous allez pouvoir choisir le 25 octobre. Sylvain Debailly réagit, après vous prenez la parole. J'écoute mon ami Bakayoko, et puis son optimisme me fait quand même. Oui, voyons, ça dit en passant, il dit que nous devons regarder là-bas ce qui se passe et puis de voir ici. Et tout à l'heure, il dit qu'ici, on pousse des cris d'orfraie. Mais c'est Alassane Ouattara qui avait aussi appelé le président du Zimbabwe. Mugabe à se retirer en raison de son âge. Je dis que moi, je loue la résilience du peuple camerounais qui a pris sa responsabilité aussi au plan institutionnel de faire sauter la limitation des mandats. Dès lors que la limitation des mandats saute, si Paul Biya, même s'ils inscrivent dans leur constitution que les cadavres peuvent se présenter, ben, il peut le directeur général de la police a 96 ans. Et le chef d'état-major a 93 ans. À 93 ans. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, est-ce que la Constitution l'autorise à se présenter? Ici, en Côte d'Ivoire... 20 secondes pour terminer. Ici, en Côte d'Ivoire, le mandat présidentiel, c'est 5 ans, renouvelable une fois. Il y a quelqu'un qui est là depuis maintenant 3 mandats. Son heure est arrivée, il devrait pouvoir se reposer. C'est ça qui est le vrai, la vraie analyse à poser. Dont on est en train de Et parler. donc, ce qui se passe au Cameroun, vraiment, je pense que les Camerounais ont voulu cette situation. Eh bien, nous, ça ne devrait pas nous déranger. C'est leur pays, ils font de ça ce qu'ils veulent. Voilà. Sangaré, Yacouba. Oui, la constitution au Cameroun ne prévoit pas de limitation des mandats, donc Biya peut se présenter juridiquement, donc il a le droit d'être candidat. Maintenant, non, Sangaré, il faut préciser que Biya a réformé la Constitution en 2008. Oui, j'arrive. Je m'en tiens à ça. J'arrive. Non, je m'en tiens. Il a changé la Constitution. Laisse-moi finir, Bakayoko. Il a changé. En 96, il a changé. Bakayoko, non, j'ai dit je m'en tiens. Depuis 2008, il n'y a pas de limitation de mandat au Cameroun. Donc, logiquement, au regard de la loi et de la Constitution camerounaise, il peut se présenter. Maintenant, vu son âge, est-ce qu'il aura les capacités de poursuivre la gouvernance de son pays? C'est aux Camerounais de juger ceux qui sont là-bas. En tout cas, il est là depuis de longues années. Et je voulais terminer par dire, aussi en Côte d'Ivoire, on a une nouvelle constitution qui a été votée en 2016 qui donne la latitude au président de la République de se représenter cette année sur le désir. Il faut respecter la constitution. Il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Il y a une constitution qui a été votée. La constitution qui a été là ne met pas... Ça remet le compteur à zéro. Non, ça ne met pas le compteur. C'est un débat surannée. Le Conseil constitutionnel a tranché la question en 2020. On ne va pas revenir sur ça. Le ministre de la Justice, devant les députés, a tranché la question. J'ai dit non. Le ministre de la Justice n'est pas la Constitution. La Constitution, c'est la Constitution. Donc, je vais dire, ne faites pas je vais dire que la Constitution le prévoit. C'est déjà depuis 2020, la nouvelle Constitution a permis au président de la République de se représenter cette année. Il a l'attitude de le représenter. Je pense que ce n'est pas un débat sur lequel on va revenir. C'est un débat suranné. Il n'y a pas de débat sur cette question. Donc, je voulais terminer. Quel est votre avis? On parle du Cameroun. Moi, je suis un peu surpris quand Bakayoko applaudit la gérontocratie qui se passe ailleurs. Ils veulent qu'on installe ça dans toute... Il y a une calamité en Côte d'Ivoire. Ils veulent qu'on installe ça. C'est de ça qu'il s'agit. Bakayoko fait partie, à mon avis, il fait partie de la nouvelle génération qui salue la gérontocratie qui se passe dans les autres pays et il veut qu'on installe ça en Côte d'Ivoire. Je ne salue pas. Bon, là, nous autres, on tombe de nuit quand on écoute Bakayoko. Je voulais dire simplement que... Il ne faut pas déformer ce que j'ai dit. C'est pas... C'est vrai, ça se passe au Cameroun, mais il ne faut pas souhaiter cela ailleurs. Parce que
le monde évolue. Nous sommes vraiment dans une situation où aujourd'hui, quand vous prenez des présidents comme Emmanuel Macron et vous prenez des présidents comme Paul Biya, vous voyez quand même les cas. Et puis aujourd'hui, nous sommes dans un monde assez très rapide où le conservatisme, où les pouvoirs à vie ne doivent plus être célébrés comme Bakayoko veut célébrer. Mais je pense que moi je laisse Bakayoko avec l'action, qui fait ce que le peuple veut, il n'y a pas de problème. Si le président en action, c'est pas constitutionnel, le président peut rester les pouvoirs à vie. Bon, Bakayoko, vraiment, il ne faudrait pas qu'on puisse encourager les pouvoirs à vie. Est-ce que les résultats sont là? C'est pas une question de résultats. C'est pas une question de nous sommes en... Non, mais comme Bakayoko encourage, il veut souhaiter ça même vraiment, mais nous on ne souhaite pas. Les résultats sont là. C'est votre... Qu'on met là peut faire des résultats. Beaucoup étaient là, il n'y a pas eu de résultats. Bakayoko, la bureaucratie doit s'installer dans toute l'Afrique. Alassane Ouattara, candidat, c'est un résultat. Merci infiniment, messieurs. On est à la fin de cette émission. Le débat, il a été quelquefois houleux, il est très passionné. On va le poursuivre une autre fois. Les élections en Côte d'Ivoire et au Cameroun, c'est dans seulement quelques temps. C'est dans le même mois d'ailleurs, en octobre, le 12 pour le Cameroun et le 25 octobre pour la Côte d'Ivoire. Merci d'être venu participer au débat. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On est très heureux d'avoir été en votre compagnie. Dimanche prochain, on se retrouve, Dieu voulant, pour d'autres sujets, pour un débat toujours aussi passionnant. Merci. Merci.